Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose que nous commencions notre réunion mensuelle d'investissement. Bruno Bernstein et moi-même, Denis Baudouin, au nom de toute l'équipe Finaltis, nous souhaitons la bienvenue à notre réunion qui nous permet de faire le point sur ce que nous avons fait. Alors, ce sera un point sur un peu plus d'un mois puisque nous nous sommes parlé pour la dernière fois dans ce cadre le 18 avril dernier. Donc, nous n'avons pas eu de réunion en mai. C'est pourquoi nous faisons cette réunion aujourd'hui, le 2 juin 2022, très tôt dans le mois, et tous les chiffres dont nous parlerons sont arrêtés au 31 mai. Alors, très rapidement, comme il est de coutume, nous commençons par un avertissement qu'il serait fastidieux de lire, mais qui, dans la version qui est enregistrée, puisque vous pourrez retrouver et qui sera postée sur YouTube, nous enregistrons cette réunion. Vous pourrez attentivement lire cet avertissement. En l'occurrence, commençons donc directement par un constat. Le semestre n'est pas terminé. On a 5 mois depuis le début de l'année, mais on est déjà sur ce qu'on pourrait qualifier un premier semestre de record. Alors, de record négatif, en l'occurrence, malheureusement, puisque sur les marchés d'actions, il faut remonter à loin avant d'avoir de tels enchaînements de pertes hebdomadaires affichés par les marchés financiers. Si on prend le Standard & Poor's 500, donc l'indice des 500 plus grandes valeurs américaines, on a la plus longue série de pertes hebdomadaires, en l'occurrence 7 semaines d'affilée, depuis l'éclatement de la bulle Internet. En termes d'occurrence, c'est vraiment rare, puisque depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y en a eu que 4 de ces séries baissières. Sur le Dow Jones, 8 semaines de baisse consécutive, c'est un record depuis 1932. Et sur le Nasdaq, donc les valeurs de plus forte croissance encore, parlons en chiffres, ça sera encore plus illustratif. Eh bien, la capitalisation boursière que ces baisses amputent au marché est de près de 3 trilliards de dollars. Donc 8 trilliards de dollars, donc 8 000 milliards de dollars. À titre de comparaison, le bilan de la Fed, qui a beaucoup gonflé, on le sait, ces dernières années, est de 9 000 milliards de dollars. Donc, on a pratiquement effacé par ces baisses sur le marché des valeurs de croissance, l'équivalent du bilan de la Fed. Alors, dans ce cadre-là, qu'avons-nous fait sur nos OPCVM investis en actions chez Finaltis? Nous avons 4 OPCVM investis en actions qui sont classés SFDR 8, c'est-à-dire qu'ils intègrent explicitement les critères extra-financiers dans leur sélection de titres et leur construction, ou sont sur le point d'être classés SFDR 8. Nous avons 2 fonds luxembourgeois qui tardent un peu, pour des raisons on va dire de lenteur réglementaire, à être classifiés SFDR 8. Donc, 4 fonds. Le fonds au cœur de notre gestion patrimoniale, celui qui un fonds flexible, investissant sur les valeurs de croissance résilientes dans le monde, qui s'appelle Finaltis Titan, perd sur le mois de mai 1,5% et depuis le début de l'année affiche une perte de près de plus de 13,5%. Finaltis Efficient Beta, qui est un fonds particulier investissant sur la zone euro, qui est lui très quantitatif, résiste très bien. Alors, il perd bien sûr, mais il perd beaucoup moins que son indice de référence, l'Eurostoxx. Il perd 5% de moins, donc il surperforme son indice Eurostoxx de 5%, affichant quand même une perte de presque 6% depuis le début de l'année. Notre fonds spécialisé en valeurs digitales mondiales, donc les grands leaders de la digitalisation de l'économie, le fonds Finaltis Digital Leader, lui reflète la très grande désaffection, ou on devrait plutôt dire la très grande souffrance que nous pensons temporaire sur les valeurs de très forte surcroissance, puisque ce sont celles qui ont le plus souffert sur les marchés. Les grands vainqueurs des dernières années, celles qui affichent la croissance avérée la plus nette, eh bien, sont celles également qui, depuis le début de l'année, ont le plus fortement souffert. On perd plus de 26% sur ce fonds depuis le début de l'année, avec une perte de 5% sur le mois de mai. Et enfin, Finaltis Gold, qui est un fonds investissant sur les minières aurifères, avec le repli récent de l'or et l'extrême volatilité qu'on a connue sur ce secteur des minières aurifères, encore plus fort que d'habitude, qui est déjà en temps normal assez élevé. Eh bien, on a une perte depuis le début de l'année de 3,5%, avec un mois de mai particulièrement douloureux à moins 10%. Alors bon, quand on analyse les chiffres, ils sont brutaux, mais quand on compare à l'univers, ils ne sont pas surprenants. Il y a eu de fortes baisses sur les marchés. Notre métier, c'est de sélectionner des actions et c'est, si possible, d'amortir ces baisses et puis de profiter de ce qu'on pense, et Bruno et moi allons en parler, être devant nous, à savoir, à ces niveaux de valorisation, probablement de très très belles opportunités. Donc, quand on se compare à notre univers Cantalis,
on a un fonds Finaltis Titan qui, depuis le début de l'année, vu la nature des titres qui le composent et qui ont notre préférence, en l'occurrence des fonds, des valeurs de croissance résilientes, encore une fois celles qui sont parmi celles qui ont le plus souffert, eh bien, on sous-performe notre catégorie depuis le début de l'année. Mais sur moyen terme, et année après année, et a fortiori sur 5 ans analysés, on surperforme notre catégorie assez nettement dans la base référençant les fonds d'allocation flexible monde de Cantalis. Alors, avant de parler de sélection de titres, et Bruno et moi passons beaucoup de temps, comme il est de coutume dans ces réunions, plus de la moitié du temps, à parler de titres, puisque notre métier, c'est de sélectionner des titres et d'investir dans ces activités magnifiques de croissance rentable que nous sélectionnons. Parlons quand même de quelques lignes de force, parce que sous-jacentes. Ces entreprises évoluent dans un monde qui est, c'est le moins qu'on puisse dire, et encore plus depuis quelques mois, extrêmement turbulent et particulièrement difficile à agiter. Donc, on va particulièrement agiter. Donc, on va tenter, Bruno et moi, de vous proposer notre grille de lecture de cet environnement avant de basculer aux performances à proprement parler de ces activités et aux performances boursières qui s'appuient sur les performances de ces activités, de ces entreprises. Donc, d'abord, parlons de quelques lignes de force sous-jacentes. D'abord, évidemment, on ne peut pas y échapper parlant de Russie dans un point de géopolitique qui est de tradition dans notre réunion mensuelle. La Russie est un membre du G20, même si c'est en queue de peloton du G20, c'est la 18e économie mondiale, en tout cas c'était la 18e économie mondiale avant de subir de plein fouet les sanctions qui lui sont infligées, qui sont, là on le verra également, historiques, mais c'est un acteur avant tout prépondérant sur 3 grandes matières premières, le gaz, dont c'est le 2e producteur mondial, le pétrole, dont c'est le 2e producteur mondial après les États-Unis, et le 2e exportateur, et ne l'oublions surtout pas, et on en parlera beaucoup plus au cours des mois qui viennent, des semaines et des mois qui viennent dans les médias, très certainement, c'est un grand exportateur, c'est le premier exportateur de blé au monde. Ce n'est pas le premier producteur, mais c'est le premier exportateur de blé au monde. Et si on regarde à partir du prisme qui est le nôtre, nous autres Européens, l'Union européenne, quelles sont ses relations eu égard à ces trois matières premières vis-à-vis de la Russie? Eh bien, en 2021, à fin 2021, sur l'année 2021, 45% des importations de gaz naturel de l'Union européenne provenaient de Russie. Donc, on comprend que ce soit difficile du jour au lendemain de fermer cet approvisionnement ou de le repositionner, de réorienter autrement cet approvisionnement. Sur le pétrole, l'Union européenne a importé environ pour 22 milliards d'euros de pétrole par mois. On ne parle pas d'un total, tous les mois, depuis le début de la guerre, alors même qu'on annonce qu'on va réduire l'importation de pétrole, eh bien, on a importé pour 22 milliards d'euros, toujours, de pétrole russe au sein de l'Union européenne. Et depuis le début de l'année 2022, eh bien, l'Union européenne a importé à peu près 120 000 tonnes de blé par mois également. Traduit en chiffres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous envoyons des armes en Ukraine et de l'autre côté, nous envoyons 600 millions d'euros par jour à la Russie au titre des paiements des matières premières qu'ils nous fournissent. Et la Russie, c'est un pays qui, du point de vue de ses équilibres économiques, malgré les sanctions sous lesquelles ce pays vit et a appris à vivre depuis 2008, invasion de la Géorgie, et surtout 2014, annexion de la Crimée, et qui sont donc en cours de fortement renforcées avec l'invasion de l'Ukraine et vont encore être renforcées dans les prochains jours, prochaines semaines, eh bien ce pays, si on le regarde sous l'angle de la comptabilité publique, est un pays à l'économie et aux finances saines. La dette publique, c'est 18% du PIB à fin 2021, on est à 113% en France. Les dépenses publiques, c'est 36% du PIB, on est à 60% en France, hors Covid. L'excédent structurel de la balance courante, c'est 160 milliards de dollars. En 2021, on était en déficit en France de plus de 43 milliards de dollars. Les réserves de change de la Russie, celles justement qu'en grande partie, étant dénominées en euros et en dollars, nos démocraties occidentales ont souhaité bloquer, eh bien c'était en février, au moment de l'agression de l'Ukraine, c'était 643 milliards de dollars. La France, c'est même pas 10% de ça. Les réserves de change françaises sont moins de 60 milliards. Le stock d'or, alors là, c'est sujet à caution, puisqu'on pense
et c'était une opinion partagée, que les Russes, comme les Chinois d'ailleurs, ne déclarent pas la totalité de leur stock d'or, et celui-ci serait très supérieur à ces 2300 tonnes d'or qu'ils auraient, qui sont très légèrement inférieures aux chiffres que la France donne. Et puis, il y a un fonds souverain en Russie qui fait 200 millions de dollars. Il n'y en a pas en France, si ce n'est que la Caisse des dépôts fait office quelque part de fonds souverains. Donc, c'est un pays qui, d'un point de vue de ses finances publiques, un pays en guerre, bien sûr, donc avec des coûts qui explosent. Une guerre, c'est très, très cher à mener, et bien qui est des finances saines. Donc, ce qui explique, en partie, pas seulement, qu'après une première réaction très négative sur le rouble perd près de 50%, et c'est logique, il remonte, et en l'occurrence, par rapport à son point bas, il a repris pratiquement 150%. C'est lié à la réalité de l'économie, et c'est lié aussi au fait que, bien entendu, sur ces matières premières, qui sont l'essentiel des exportations russes, la quasi-totalité, le régime de Vladimir Poutine a imposé un paiement en rouble, et utilise d'ailleurs cela comme excuse pour pouvoir fermer le robinet quand on ne paye pas en rouble, puisque bien entendu, peu de pays veulent, voire aucun pays, en tout cas occidental, ne veut payer en rouble. Pendant que nous regardons vers l'Ukraine, et on le comprend, une rupture de 75 ans de paix interétatique, c'est un événement majeur, une agression d'un pays souverain par un autre pays souverain, ça faisait 75 ans qu'on n'avait pas eu ça en Europe pendant ce temps-là. Un autre pays extrêmement agressif, alors moins militairement, en tout cas en apparence, mais très agressif du point de vue de la géopolitique et très assertif à bien des niveaux, continue à pousser ses pions, pardonnez-moi l'expression, et en l'occurrence, on l'a vu, au cours des derniers jours, et lundi dernier, donc le 30 mai, il y avait un sommet entre ce monsieur Wang Yi, qui est le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, et le monsieur à droite, Henri Puna, qui est des îles Cook, une des îles du Pacifique, qui fait partie du Forum des îles du Pacifique, qui regroupe 16 îles souveraines ou des îles qui ne sont pas souveraines, mais sont très présentes dans le Pacifique, notamment la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Donc, en l'occurrence, on est sur quelque chose un forum à laquelle appartient la France, à travers ces deux territoires d'outre-mer, et qui est donc partiellement financé par la France. Eh bien, qu'est-ce que font les Chinois? Ils cherchent à étendre leur présence sur ces îles qui sont bien sûr toutes petites, mais qui couvrent un espace qui est immense. Le Pacifique est immense, et ces îles couvrent, celles qui étaient conviées à cette conférence avec la Chine, couvrent un territoire qui est supérieur à 3 fois l'Europe. Donc, on est sur quelque chose d'absolument immense. Et que veulent les Chinois? Eh bien, ils veulent apporter de leur expertise. En fait, ils veulent apporter une capacité à siphonner toute l'information possible, puisque, bien entendu, là où ils ont de l'expertise, c'est en matière de sécurité, normal pour une dictature, en matière de cybersurveillance, très important quand on cherche à éviter que sa population se rebelle, des procédures douanières, on comprend également pourquoi, et des infrastructures de communication, parce que quand on les maîtrise, on peut espionner plus facilement. Bon, sans grande surprise, et heureusement, mais pour combien de temps encore, eh bien, certaines de ces îles membres de ce forum des îles du Pacifique ont refusé, la ficelle était quand même un peu grosse, et ont rejeté les propositions de la Chine, qui ont quand même réussi à signer quelques accords bilatéraux qui préjugent assez mal du futur de ceux qui ont signé en matière d'indépendance en regard de la Chine. Donc ça avance aussi du point de vue géopolitique du côté pacifique. Alors, rapprochons-nous encore de notre thématique d'investissement. Tout est lié, bien sûr, mais dans le cadre des lignes de force que j'évoquais, nous considérons chez Finaltis que les événements ukrainiens sont bien sûr une tragédie humaine, c'est une tragédie géopolitique. On l'a dit, la fin de 75 ans de paix interétatique en Europe. On est absolument convaincu qu'il n'y a pas d'autre réponse qu'une réponse extrêmement ferme et telle que les pays occidentaux l'ont, en tout cas à ce jour, apportée, avec des limites dont on peut discuter. Là, pour le coup, les positions varient d'un pays à l'autre, mais nous n'avons pas d'autre choix que de faire pièce aux visées russes et donc d'être du côté des Ukrainiens. Cependant, d'un point de vue macroéconomique et du point de vue du canevas macroéconomique et du système dans lequel nous vivons, du système monétaire, du système financier, du système économique dans lequel nous vivons, les événements ukrainiens, de notre point de vue, peuvent marquer la fin de ce régime sous lequel nous vivons maintenant depuis plusieurs décennies, qui est le financement des déficits de nous autres pays riches par des pays en voie de développement.
Les usines du monde, telles que la Chine par exemple, produisent des biens qui sont achetés à crédit et financés en réalité par ces mêmes excédents énormes que génèrent ces pays en forte croissance par nous autres pays occidentaux. Et avec ce qui a été décidé dans le cadre de la crise ukrainienne, eh bien, peut-être qu'on va s'acheminer vers un nouveau système. Alors, si on regarde plus précisément, tout cela broche sur une tendance longue et lourde qui est que ces pays qui font beaucoup d'efforts, et ici on vous présente un pays particulièrement emblématique qui est la Chine, donc officiellement 1,4 milliard d'habitants, probablement 200 millions de moins en réalité. La Chine, quand la réalité ne lui convient pas, elle, comme toutes les dictatures, elle transforme les chiffres. Donc, en l'occurrence, il fallait qu'elle affiche plus d'habitants que l'Inde. Lors du dernier recensement, elle a 15-20 millions d'habitants de plus que l'Inde, qui elle a plutôt tendance à sous-compter ses habitants, mais la Chine les surcompte. Bon, peu importe, si ça veut dire tout simplement que s'il y a moins d'habitants que officiellement décrétés en Chine, ils sont par habitant un peu plus riches que les chiffres que vous avez là. Le PIB par habitant en Chine monte vite, puisqu'il était inférieur à 7 500 $ de revenus annuels de PIB annuel par habitant en 2016. Il excède maintenant nettement les 10 000 $ et ses habitants, même si c'est très inégalement réparti, et s'il y a un des objectifs affichés par le Parti communiste chinois est de mieux répartir cette richesse, d'autant plus important que cette richesse va vraisemblablement croître beaucoup moins vite au cours des années futures qu'elle n'a cru au cours des années passées, eh bien, cette population, il faut l'équiper, cette population qui s'enrichit. Quand on est l'atelier du monde, l'usine du monde, eh bien, on pourrait être tenté de mieux satisfaire les besoins de sa population en fabriquant pour elle et non pas en fabriquant pour nous autres occidentaux. C'est parce qu'ils fabriquent pour nous autres occidentaux qu'ils ont ces balances commerciales extrêmement excédentaires et qui ne cessent d'être de plus en plus excédentaires. 676 milliards de balances commerciales positives en Chine. Les chiffres français sont en regard de ceci. Ce serait la même chose pour les États-Unis, simplement la barre serait beaucoup plus forte. On est en fort déficit commercial, on le sait, dans la plupart des pays occidentaux, à quelques exceptions près. Donc la Chine, c'est le premier exportateur mondial. Ça représente un peu moins de 20% de son PIB. Si on réoriente dans un objectif de bien-être de la population et d'équipement de cette population une partie de cette production vers la Chine, ça ne surprendra pas grand monde, et c'est d'ailleurs ce qu'annonce le Parti communiste chinois. Donc ça, c'est la trame de long terme. Qu'est-ce qui se passe également dans cette trame de long terme? Eh bien, ces pays occidentaux s'endettent. Il n'y a que les pays occidentaux en fait, qui s'endettent et font fonctionner avec une telle vigueur la planche à billets. Alors, pas seulement depuis le Covid, hein, ça avait bien commencé avant. La Chine, c'est la ligne jaune que vous voyez ici, elle ne fait pas fonctionner sa planche à billets. Donc, d'ailleurs, si elle veut relancer son économie par ce biais, injecter massivement des liquidités dans cette économie, elle peut le faire. D'ailleurs, ils ont commencé à annoncer un plan très sérieux en la matière. Donc, on a une création monétaire dans les pays occidentaux et on a des pays beaucoup plus frugaux, pour reprendre une terminologie utilisée dans un autre cadre, et qui, eux, ont des excédents et produisent énormément de richesses et ont des capacités de production et des équilibres et des excédents massifs. Or, l'Ukraine, qu'est-ce qui se passe? L'Ukraine, du point de vue évidemment militaire, du point de vue humain, il n'y a pas de débat. On a un agresseur, on a un agressé, c'est évident. Il y a bien que les Russes qui pensent qu'ils ont été agressés par les Ukrainiens en premier. Même ceux qui s'abstiennent à l'ONU de voter contre la Russie, même ceux qui semblent soutenir la Russie, savent très bien que la Russie est dans une logique de prédation territoriale. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais la réponse qui est apportée, et encore une fois, notre point n'est pas d'en questionner le fondement moral, mais d'en interroger les conséquences sur ce système monétaire qu'on décrit. Eh bien, il y a eu confiscation de plusieurs choses. Le 26 février 2021, les Occidentaux, de manière générale, avec une belle unanimité, décident de geler les réserves de la Banque centrale de Russie. Donc, les réserves dont on n'a pas vu les chiffres absolument colossaux en dollars et en euros. Donc, on se retrouve pour la première fois avec une banque centrale du G20 qui est sanctionnée de cette manière. Ça n'est jamais arrivé. Donc, la Russie, du point de vue monétaire, est aujourd'hui un paria, au même titre que l'Iran, qui est un État voyou, le Venezuela, qui est un État failli, et la Corée du Nord, qui est un État voyou, et qui serait failli s'il n'y avait pas le grand voisin chinois. Donc ça, c'est un précédent. C'est quelque chose d'extrêmement important, et ça marque franchement une rupture. Mais c'est une rupture presque... une rupture philosophique, puisqu'elle n'est pas
observable uniquement dans le monde de la géopolitique, à basse intensité. De ce côté-ci de l'Atlantique, on ne s'est pas forcément intéressé à ce qui s'est passé quelques jours avant le 26 février. En l'occurrence, le gouvernement canadien, le 14 février, a annoncé des sanctions financières personnelles à l'encontre des activistes, donc des manifestants, certes désagréables, certes complètement susceptibles de provoquer une congestion de l'économie canadienne, mais donc, qui étaient les activistes, les truckers, qui sont en fait des auto-entrepreneurs qui possèdent leurs camions et qui bloquaient les ponts qui permettaient d'irriguer l'économie américaine à partir du Canada. Ça aussi, c'est une première dans une démocratie développée. Ce qu'ont fait les Canadiens, c'est exactement la même chose que si ils ont pris des décisions. Imaginez qu'en France, un gouvernement français sanctionne les cégétistes qui ferment le RER B lorsqu'il y a un match de foot. C'est ça qu'a fait le Canada. Imaginez ce qui se passera en France et ce qu'on dirait s'ils l'ont fait. Donc en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est à travers le monde géopolitique et ces événements à bas bruit qui se conjuguent à ça, c'est-à-dire une observation qui est que cette confiscation, elle est également le fait d'un pays qui n'avait à ce jour jamais confisqué, la Suisse. La Suisse n'est plus un sanctuaire. Les autorités fédérales suisses, dans le mouvement de confiscation générale, ont décidé de geler les avoirs, non pas seulement de l'État, mais des personnes, premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle, qui figuraient sur une liste noire. Donc, on est quelque part sur quelque chose qui est très au-delà de la sanction d'un État à un autre État. On attaque directement le droit. Et on attaque notamment le droit de propriété, puisqu'on s'arroge des actifs de personnes parce qu'elles sont proches d'un gouvernement qu'on cherche sanctionner. Et quelque part, que ce soit à travers ce qu'on fait vis-à-vis des truckers ou ce qu'on fait de façon plus macro vis-à-vis des Russes et notamment des personnes physiques et des entités qui sont dans ce périmètre, c'est peut-être une bascule de l'état de droit, donc rule of law, comme on dit en droit anglo-saxon, vers quelque chose de nouveau qu'à défaut de mieux, on a choisi de baptiser chez Finaltis rule of mood. Donc, le règne de l'émotion, le règne de la sensation, le règne du sentiment. Et ça, c'est très, très ennuyeux de notre point de vue. Pourquoi? Parce que l'ordre financier que nous connaissons repose sur 4 piliers. D'abord, l'énergie, ça s'achète en dollars américains. Les États-Unis ont certes des déficits structurels, mais ça permet au reste de la planète d'accéder et d'avoir accès aux dollars nécessaires qui fluidifient toute cette économie dollarisée. Quand des pays sont excédentaires, et c'est le cas par exemple de la Chine, eh bien, ils réinvestissent dans quoi? Dans les bons du Trésor américain et ils financent tous ces déficits. Et puis la réserve fédérale, les dollars étant, la réserve fédérale US, le dollar étant la monnaie d'échange, la monnaie de compte majeure du monde et du commerce mondial, eh bien, est capable d'injecter des dollars dans un système pour le fluidifier. Et si vous avez ces acteurs du commerce, qui sont ceux qui sont les plus excédentaires, qui se mettent à considérer qu'ils vont travailler plus pour leur population, à considérer qu'ils vont non plus financer les déficits de ces pays qui payent certes leurs biens qu'ils exportent, qu'ils leur exportent, mais ils les payent avec une monnaie de singe, pardonnez-moi l'expression, eh bien, il pourrait tout à fait en découler des décisions drastiques qui serait tout à fait logique quand on pense qu'il ne sert pas forcément à grand-chose d'accumuler des réserves pléthoriques, puisque si on déplaît, encore une fois, on ne questionne pas le fait que moralement, ce que fait la Russie est inacceptable. Mais si on déplaît, eh bien, on peut se voir confisquer ces réserves. Voilà. Donc, c'est pour ça que, de notre point de vue, ce qui se passe en Ukraine est absolument majeur, également du point de vue monétaire financier, au-delà du drame humain et militaire qu'il représente. Alors, on n'a pas pu, en tout cas, je n'ai pas pu résister à cette boutade. On parle tous de Vladimir Poutine, mais le grand Vladimir, c'est Vladimir Ilitch Ulyanov, qu'on connaît tous sous le nom de Lénine. Et en 1902, il a produit un petit manifeste pour expliquer à ses camarades du Parti communiste, qui étaient soit morts, soit en prison, soit dans plein doute, ce qu'ils devaient faire, et il l'avait intitulé « Que faire ?» Alors aujourd'hui, avec ce qu'on vient de décrire, que faire, Bruno? Merci, Denis. Donc, il nous paraissait très, très important de vous mettre en perspective donc, ce conflit ukrainien et ses conséquences monétaires. Cela étant dit, on ne va pas se défiler par rapport aux questions que vous posez forcément sur les marchés, que vous posent vos clients. Et la première de ces questions, si on en croit nos partenaires et tous les confrères à qui on parle, c'est est-ce que les conditions financières sont favorables pour investir dans les actions?
Nous, à cette question simple, on a une réponse simple, c'est oui, elles sont favorables. Pourquoi? Parce que, en fait, le durcissement des politiques monétaires n'est qu'un durcissement de façade. Un vrai durcissement, il faut remonter pour y assister à l'année 81 aux États-Unis. À ce moment-là, une boucle prix-salaire très inquiétante se met en place dans l'économie américaine. L'inflation est de 13%. Et Paul Volcker, dernier grand banquier central pour les puristes, en tout cas dernier banquier central à faire peur au marché, aujourd'hui c'est un peu le contraire, avait monté très rapidement les taux Fed à 19%. Donc 19 moins 13, 6, on se retrouvait avec des taux réels à 6%. Et là, bien sûr, l'inflation a été tuée très rapidement. Aujourd'hui, on a une inflation qui n'a rien à envier à l'inflation de 81. Elle est plus basse, c'est vrai, mais très importante quand même. 8,3, c'est le dernier Consumer Price Index, fameux CPI observé, mais celui du mois d'avant était de 8,5%, donc une inflation très élevée. Et qu'a fait la Banque centrale américaine en face de ça? Monter ses taux Fed 2 fois pour les amener à 1%. On sait qu'il y aura des hausses de taux à venir. Il n'en reste pas moins que 8,3 moins 1, on arrive à des taux réels très négatifs, hein, au-dessus de 7%. Et c'est ça qui crée des conditions financières très favorables. Et si les valeurs digitales, les valeurs de croissance ont beaucoup baissé, c'est aussi parce que dans les calculs d'actualisation des cash flows, on a utilisé des taux Fed et des taux à 10 ans qui ont monté. Notre sentiment, notre analyse chez Finalty, c'est qu'il faut intégrer les taux réels dans ces calculs et que les conditions financières restent très favorables. Alors, la valorisation des marchés. Deuxième question, est-ce que les marchés sont chers? Donc, on a entendu tout et n'importe quoi là-dessus. Donc, voilà, rien ne vaut des chiffres, mieux vaut un graphique qu'un long discours. Donc là, sur ce graphique, vous avez non pas les cours des indices, hein, mais vous avez ce qui est beaucoup plus fondamental et important selon nous, le prix des indices exprimé en price earning ratio. Donc, combien de fois il faut payer les bénéfices indice par indice. Donc, sur le Nasdaq, la courbe la plus haute, il faut payer les bénéfices aujourd'hui 25 fois. Sur le Nasdaq 100, un petit peu moins, 22 fois. Sur le S&P, qui est très digital, S&P 500, c'est les 500 plus grandes valeurs des États-Unis, mais bien sûr, vous imaginez le poids d'Alphabet ou de Microsoft dans cet indice, il faut payer les earnings 18 fois. Sur le MSCI World, qui est peut-être la composante la plus intéressante, puisqu'elle est vraiment globale, il faut payer les earnings 16 fois. Et enfin, sur un périmètre plus réduit, donc l'Eurostoxx 50, cette fois-ci, il faut payer les earnings 12 fois. Donc, ça avait beaucoup monté en 2020, pas parce que les marchés avaient beaucoup monté, hein, ils avaient beaucoup baissé, vous vous en rappelez, en 2020, mais c'est tout simplement, le PER, c'est une fraction. Donc, quand le dénominateur s'effondre, en l'occurrence les earnings, ben, le ratio monte. En 2021, on a retrouvé des earnings très, très puissants, hein, qui ont permis finalement au marché de déjà normaliser sa valorisation. Et en 2022, en fait, on a abordé cette année, on avait listé un certain nombre de risques à notre conférence de janvier. En fait, 6 risques, hein, on ne va pas les énumérer, mais tous ces risques se sont matérialisés, en particulier le risque sanitaire et le risque géopolitique. En janvier, on vous parlait beaucoup de Taïwan, hein, je crois qu'on ne s'attendait pas et peu s'attendaient à avoir un déferlement de violence tel que celui auquel on assiste en Ukraine. Et donc, les marchés en 2022, alors qu'ils avaient commencé à corriger en termes de valorisation grâce à la puissance d'earnings, ont beaucoup baissé en 2022. Donc, on se retrouve, comme vous voyez là, avec des marchés qui ont perdu 10, 15 points de multiples et qui normalisent sur leur valeur de long terme. Alors, on a entendu, et ça c'est toujours le sujet de la valorisation, on a entendu tout et n'importe quoi, hein, sur les histoires de valorisation, donc sur des valeurs de grande qualité qui avaient perdu 30%, voilà, on peut lire dans les journaux, écouter à la télé ou sur YouTube des gens qui disent que le marché de toute façon est hors de prix, inachetable à ces prix-là. Donc, on a voulu remettre l'église au milieu du village et partir d'un concept simple qui est l'immobilier, sur lequel tout le monde est à l'aise et qui est, il faut le reconnaître, en France surtout, hein, le socle des patrimoines. Donc, si on prend un appartement de première ou deuxième couronne parisienne, pour ne pas prendre les prix parisiens qui sont un peu aberrants, donc un 50 mètres carrés, 300 000 euros, loué 1 000 euros par mois, vous encaissez 12 000 euros de loyer, ça donne un rendement de 4%.
Si on prend l'inverse du PER dans le monde des actions, on a le rendement implicite. Mais si on prend l'inverse du rendement implicite, on arrive à un PER. Et donc, on peut tout à fait dire un appartement, ça vaut 25 fois les résultats. Donc, 25 années de loyer, il faudra, si vous achetez un appartement sur ces niveaux-là, avec ce niveau de rentabilité, il faudra 25 années pour rembourser votre investissement. Il y a juste un petit problème par rapport aux valeurs dont on va vous parler ensuite, c'est que votre espérance de hausse des loyers, elle est très faible sur 2022, 2023, 2024, notamment liée à la réglementation en France. Et bien sûr, on se rend compte que dans l'immobilier, aujourd'hui, votre espérance de gain, c'est plutôt un gain en capital. Espérez qu'il y aura quelqu'un pour vous acheter l'appartement plus cher, mais ce n'est pas un rendement qui va s'améliorer. Alors que quand vous regardez L'Oréal, où là, le PER est exactement aujourd'hui à 25 fois les résultats forward 12 mois, c'est comme ça qu'on calcule les PER. Si on prenait le PER instantané, on serait sur des résultats du passé, ça n'aurait pas beaucoup de sens. On a une espérance de hausse du loyer, donc des profits de L'Oréal, de 17% en 2022, de 8% en 2023 et de 9% en 2024. Ce qui veut dire que théoriquement, soit cet appartement est beaucoup trop cher, soit L'Oréal est beaucoup trop basse par rapport au prix de cet appartement. Donc, ça va converger d'une manière ou d'une autre selon nous, puisque vous ne pouvez pas avoir deux actifs qui se payent le même prix, avec un sur lequel vous avez des espérances de voir vos loyers beaucoup augmenter, et l'autre où vous avez très peu d'espérances à ce niveau-là. Donc, nous, on pense que la correction, un titre comme L'Oréal, ça a corrigé de 30%, donc c'est du sérieux. Microsoft qui a annoncé des résultats en forme de bouchon de champagne à la fin du deuxième trimestre et un titre qui a été littéralement puni depuis le début de l'année. C'est sans doute probablement la valeur la plus solide du monde aujourd'hui par la diversification de ses activités, la récurrence de ses activités, son rating Standard & Poor's AAA. Il n'y a que 2 sociétés au monde qui ont la chance d'avoir ce rating. Et vous voyez qu'en termes de croissance, on n'en manque pas chez Microsoft. Là, sur les années 2022, 2023, 2024, respectivement, vous pouvez attendre. Et ça, c'est déjà des earnings qui ont été révisés par la guerre en Ukraine, etc. Donc, c'est les nouveaux earnings des analystes. Ils peuvent encore être révisés, mais on pense qu'on commence à arriver sur des valeurs dures. Voilà, et Accenture, même démonstration, vous voyez une grande dynamique. Donc, vos loyers dans la grande maison Accenture, si vous décidez de vous acheter un studio ou mieux un grand appartement chez Accenture, vous avez une espérance de voir vos loyers augmenter. Donc, nous, ça nous semble être des points d'entrée très intéressants sur des valeurs de ce niveau de qualité. Alors, chez Finaltis, on fait très attention à 2 risques. Le risque de baisse, c'est pour ça qu'on est très focalisé sur les valeurs de très grande qualité. Donc, le risque de baisse, il n'y a pas de miracle. Nous, on pense qu'il faut accepter la volatilité, mais on pense qu'il faut refuser la volatilité des earnings. C'est pour ça qu'on est sur des sociétés très, très qualitatives. Mais il y a aussi un risque à la hausse. Ce risque à la hausse pourrait se matérialiser. On n'a pas de boule de cristal, mais on vous le cite quand même parce que c'est avec le mois, ce semestre cataclysmique que décrivait Denis, des records qui remontent à 1932 pour le Dow Jones. Bien sûr, la grille des grands allocataires, qu'ils soient à Boston, Hong Kong ou Londres, elle a été complètement déformée. C'est-à-dire que leur poche equity a beaucoup baissé en taille par rapport à la poche des bonds du private equity ou des hedge funds. Et donc, il faut savoir que, nous, on ne sait pas trop ce que sont les fonds de pension en France, on n'en a pas, mais dans la plupart des autres pays, les fonds de pension existent. Ils ont des engagements vis-à-vis des profs de Californie, etc., qui sont de livrer un rendement de 7 à 8%. Donc, nous, notre sentiment, et on est content que chez JP Morgan, première banque du monde, ils pensent la même chose. Notre sentiment, c'est que les grilles vont rester inchangées. C'est-à-dire que les grands allocataires vont décider à fin juin de renouveler leur grille de janvier. S'ils veulent renouveler les poids des différentes poches qu'il y avait en janvier, bien entendu, ils vont devoir acheter des equity. Donc, on ne fait pas de market timing chez Finaltis, on ne fait pas de prévision, on achète des valeurs qu'on considère être à des bons prix, mais on attire votre attention sur le fait que pour nous, le plus grand risque sur les marchés financiers, quand on achète des valeurs de qualité et quand il y a des très belles affaires, on vous a parlé de valeurs qui
qui se payait 25 fois, mais Kering se paye 16 fois les résultats. Voilà, il y a des très belles valeurs qui se payent 12, 13 fois, 14 fois les résultats aujourd'hui. Le grand risque, c'est pas être là le jour où, par exemple, Poutine s'assied à la table des négociations. Et ça, bien sûr, il nous passera pas un coup de fil pour nous dire que ça démarre. Donc voilà, il y a plein d'éléments, la repondération des allocataires ou une accalmie sur le front sanitaire en Chine ou sur le front géopolitique. Donc attention à ce deuxième risque qui est très important, le risque de hausse. Alors, rentrons maintenant rapidement dans la deuxième partie de cette réunion. On va évoquer avec vous dans le détail ce que nous avons fait et où sont aujourd'hui positionnés les portefeuilles de nos 3 fonds de gestion patrimoniale en actions. On ne parlera pas du fonds quantitatif Finaltis Efficient Beta Euro pour lequel d'autres réunions sont prévues. Alors, Finaltis Titan, qui est un fonds flexible qui investit dans des valeurs que les Américains appelleraient Investment Grade Equity, c'est un fonds classé SFDR 8. Il n'y a dans ce fonds que des valeurs rentables qui sont de surcroît avec un bilan très solide et notées investment grade. Si elles ne le sont pas encore, c'est tout simplement parce que les agences de notation ont une certaine viscosité parfois dans leur changement de note. Alors qu'avons-nous fait au cours du mois passé dans Finaltis Titan? Alors, au travers de la ligne grise, vous pouvez voir qu'on a remonté l'exposition, on a continué à acheter des puts, ça c'est la ligne orange, mais c'est vrai que cette baisse de marché s'est faite de manière tellement très puissamment, mais tellement progressive que la volatilité n'a pas monté. Mais bon, d'une manière générale, chez Finaltis, on est assez contrariant, on va dire. Alors, on est contrariant dans la qualité, c'est-à-dire on achète toujours des très beaux actifs, mais on a cette conscience aiguë de la perversité du risque, c'est-à-dire quand tout le monde pense que les actions, c'est très risqué, qu'il ne faut surtout pas en faire, c'est à ce moment-là précis où elles deviennent moins risquées, et quand tout le monde pense qu'il n'y a aucun risque sur les actions, c'est à ce moment précis qu'elles deviennent beaucoup plus risquées. Donc aujourd'hui, on a une exposition pour un fonds flexible très, très dynamique, puisqu'on oscille entre 85 et 87% au dernier pointage, là, aujourd'hui, hier, sur le fonds Titan. Donc, qu'avons-nous fait sur le mois? Donc, on a initié des positions pleines sur Roche, Berkshire Hathaway, Procter & Gamble. Donc, ça, c'est des positions qui ont l'intérêt de ne pas vraiment corréler avec le monde du digital, sur lequel on a un très, très gros espoir de gain, mais on favorise toujours la diversité dans les portefeuilles. On a aussi initié une position sur Walmart qu'on avait vendu dans d'assez bonnes conditions. C'est un titre qui a très, très bien résisté, qui d'un coup s'est effondré le jour de ses résultats. Plus forte baisse intraday pour Walmart depuis 87. C'est un actif de très grande qualité. Il y a eu un peu de déception face à l'impact de l'inflation et à la manière dont Walmart doit, je dirais, intégrer ses coûts et les reverser, je dirais, à ses clients finaux. Mais Walmart est une mécanique de grande précision, de grande qualité. C'est une société qui réussit un virage digital absolument surprenant. Donc, c'est vrai, c'est un autre business model qu'Amazon. C'est un continuum entre le monde physique et le monde virtuel, mais c'est absolument remarquable. Et là, on a pu prendre des positions dans cette société, à notre avis, dans de très bonnes conditions. On a également renforcé nos positions sur des convictions cœur du portefeuille, qu'il s'agisse de Schneider, Bank of America, Nestlé ou Nvidia, première boîte de semis au monde. Pour financer ces achats, on a écrété des positions qui marchaient bien. On a notamment BNP Paribas et ING. C'est pas courant dans un fonds de croissance d'avoir des banques en tête du portefeuille. Il se trouve qu'en termes de valorisation, ces banques qui sont les 2 mieux capitalisées en Europe nous semblent très, très attractives. Et là aussi, ça met de la diversité dans le portefeuille. Donc, on les a un peu punies, un peu écrêtées parce qu'elles étaient les meilleurs élèves du mois. On a par ailleurs fait des ventes complètes sur Henkel et Unilever, qui sont des titres qui nous intéressent, mais on est un peu, pour reprendre une expression de Warren Buffett, comme des enfants dans un magasin de friandises. Aujourd'hui, il y a des très, très beaux actifs. Donc, on va vraiment de plus en plus, le plus qu'on peut vers la qualité. Je veux dire, quand vous pouvez acheter du Microsoft à 25 fois les résultats, vous n'allez pas forcément vous embêter avec du Henkel et du Unilever où vous avez des espérances de croissance de bénéficiaires. C'est des très belles sociétés, il n'y a pas de problème, mais qui sont beaucoup plus faibles que sur certaines autres sociétés.
Voilà, donc beaucoup de diversité, toujours, même si notre maître mot, c'est la croissance et la résilience, et c'est bien sûr des sociétés qui ont été punies. Donc, parmi les titres que vous voyez là, certaines font des baisses très impressionnantes depuis le début de l'année. Hein. Je pense qu'à Estée Lauder, donc la grande cousine américaine de L'Oréal, qui en baisse quasiment de 40%, L'Oréal 30%, Microsoft, très bon résultat, puni depuis le début de l'année. Air Product, la grande cousine américaine de Air Liquide, qui est là aussi vraiment baisse beaucoup en ce début d'année. Donc voilà, nous, ça nous rend très, très, je dirais, optimiste pour l'avenir. Pourquoi? Parce que notre fonds Titan aujourd'hui est en baisse aux alentours de 12-13%, et on n'a pas du tout besoin que le Nasdaq revienne en territoire positif. Aujourd'hui, il est à moins 22. S'il revient à moins 15, on sera très bien. Si le S&P repasse dans des baisses de moins 6, moins 7, on aura un effet d'accélération très, très fort sur le fond. Donc, bien sûr, tous les titres qui ont très, très bien tenu depuis le début de l'année, on a pris des profits, on les a réinjectés sur des titres qui nous paraissaient plus dynamiques. Je pense à des boîtes comme Sanofi, par exemple, qui ne nous intéressent plus à ces niveaux de cours, et on a réinjecté ça sur des choses plus intéressantes. C'est pour ça qu'en fait, on a beaucoup de titres à moins 30, mais que le fonds est lui à moins 13, c'est avec tous ces mouvements qu'on a fait depuis le début de l'année. Donc, vous voyez que dans les contributions sur mai, bon, il y a tellement de volatilité que si vous faites le flashage d'un jour à l'autre, vous avez Tesla qui sera dans les bonnes contribs et qui sera dans les mauvaises le lendemain. Ça va très, très vite, mais vous voyez les deux bons élèves bancaires du mois, BNP et ING. Donc, on a toujours 22% de digital dans le fond. Donc, on tient nos paris dans le digital. Pourquoi? Parce qu'on sait que le temps joue pour nous sur Alphabet, Microsoft, SAP et autres. Et on a toujours un acte très fort que vous voyez notamment dans le top 10 avec Estée Lauder et L'Oréal sur les biens de consommation. Un taux de rotation un peu plus faible que d'habitude sur mai. On a surtout fait des petits ajustements, mais nos axes principaux, on les tient. C'est les mains fortes qui finissent par gagner de l'argent en bourse. Voilà, c'est notre conviction en tout cas. Alors, un deuxième fonds de valeur digitale, donc là, on est au cœur de la croissance et des différentes thématiques de la digitalisation de l'économie. Un fonds qui, par définition, Finaltis Digital Leader, étant sur des valeurs de surcroissance, a encore plus souffert, puisque plus vous étiez sur des valeurs de croissance et plus vous souffriez. Ça semblait être un peu le motto des derniers mois. En mai, moins 5%, mais sur moyenne et longue période, on est encore sur des taux d'actualisation, certes inférieurs à 10%, mais qui restent tout à fait sympathiques. Qu'avons-nous fait donc dans Finaltis Digital Leader? Alors là aussi, on est très solide sur les axes auxquels on croit le plus. Donc, on a repris un peu de Meta, hein, qui est donc c'est le nouveau nom de Facebook, comme vous le savez. Donc, c'est une société qu'on a tendance à plaindre aujourd'hui. Le pauvre Mark Zuckerberg qui a perdu beaucoup d'argent depuis le début de l'année. Nous, on pense qu'il faut tout sauf plaindre Meta, qui est une rue commerçante où il y a 2 milliards de personnes par jour qui viennent se balader. Une boîte qui a 50 milliards de cash au bilan. Et surtout une société, si vous écoutez bien Mark Zuckerberg ces dernières semaines, il a un discours beaucoup plus favorable aux actionnaires. Il dit qu'il sera beaucoup plus prudent dans les investissements sur le métaverse. Il dit qu'il va ralentir les embauches chez Meta. Donc nous, ça nous va bien parce qu'à un moment, quand on confie du capital à Mark Zuckerberg, on attend quand même qu'il s'occupe de nous et qu'il nous récompense en tant qu'actionnaire. Et on sent que voilà, c'est en train d'arriver. Donc Meta, c'est une boîte qui a des croissances fantastiques et qui se paye 13 fois les résultats. Hein. Donc voilà, là, on est vraiment sur du value digital. Ça existe, c'est nouveau, ça vient de sortir en 2022. Et voilà, et pour financer ça, on a pris des profits sur Mastercard et Visa, qui sont des sociétés qui ont fait plutôt un très bon début d'année, et on a sorti notre position en Workday. Voilà, alors un fonds 100% digital, TSMC qui trône en haut du portefeuille. Elle y reste, hein, on n'a pas rajouté de poids sur TSMC pour qu'elle reste en haut, elle s'y met toute seule puisque c'est Taiwan Semiconductor, c'est une boîte absolument fantastique qui aujourd'hui, je dirais qu'ils encaissent, ils tirent les marrons du feu face à des investissements faramineux qui ont été faits ces dernières années parce que les besoins de semis sont considérables aujourd'hui et un jour ou l'autre, il faut aller faire fabriquer ces semis chez TSMC.
Voilà, donc on a pas mal de diversité là aussi, que des valeurs rentables. Il faut savoir que dans le digital, donc on n'est pas du tout heureux, je dirais, d'avoir un fonds aujourd'hui qui est à -26 year to date. Vous pouvez l'imaginer. Tous les collaborateurs et les associés de Finaltis sont investisseurs dans les fonds, donc on mange la nourriture qu'on prépare à nos clients. Cela étant dit, il faut quand même avoir en tête que tous les fonds digitaux sur des sociétés non rentables sont en baisse de 60, 70, 80% cette année. Donc, c'est absolument cataclysmique ce qui se passe aujourd'hui dans le digital. Mais à partir du moment où une boîte fait des profits, je dirais notre grille d'analyse d'un Alphabet ou d'un L'Oréal est à peu près la même, et la persistance des profits chez un Alphabet ou Microsoft est à notre avis aussi bonne que chez un Nestlé, Hermès ou L'Oréal. Voilà, donc là aussi beaucoup de volatilité, ça dépend du jour où on fait le flashage, donc là c'est exactement à fin mai 2022. En tout cas, voilà, sur le mois, Tesla, là aussi, on pleurait sur le pauvre Elon Musk qui avait perdu 60 milliards en quelques jours. Bon, il en a regagné pas mal ces derniers jours. Donc, c'est vraiment des marchés où il faut avoir un horizon de vue assez long, se concentrer sur la qualité des actifs, et c'est dur de rationaliser les mouvements au jour le jour. Alors, pour finir, un troisième fonds, un fonds investissant sur les minières aurifères mondiales, qui s'appelle Finaltis Gold, qui est encore SFDR 8, même si nous intégrons de façon très conséquente les critères extra-financiers dans notre analyse, et je vais dire de façon extrêmement très prégnante et en premier lieu. Pourquoi? Parce que ce que nous cherchons à faire, c'est investir dans des valeurs qui ont une caractéristique patrimoniale très marquée. Et pour ce faire, il nous semble extrêmement important d'éviter les accidents. Or, dans le monde des minières aurifères, qui est un monde assez étroit en termes de market cap, on parle de plusieurs centaines de milliards de dollars, mais seulement quelques centaines de milliards de dollars. Donc, c'est assez réduit par rapport à l'univers très vaste des valeurs digitales, ou évidemment par rapport au marché financier dans leur ensemble. Bon, ce qu'on cherche à faire ici, c'est à procurer un véhicule d'investissement patrimonial sur l'or actif de réserve, et on s'interroge chez Finaltis sur le fait que cet actif de réserve n'ait pas vu son prix progresser et soit aujourd'hui coté comme il y a 11 ans, alors qu'on a créé autant de monnaies dans le monde. Voilà, donc on s'interroge. Ceci étant, sur le mois de mai, c'est très difficile puisqu'on perd un peu plus de 9% sur les minières aurifères, amplifiant le mouvement sur l'or. Si on regarde un peu plus dans le détail ce qui s'est passé, on va retrouver des valeurs minières aurifères très connues, et peut-être une qui est moins fréquemment représentée dans les fonds de minières aurifères, donc une minière généraliste qui est très présente sur le marché de l'or, mais qui n'est pas une minière aurifère à proprement parler, Rio Tinto, qui est d'ailleurs un bon contributeur du mois de mai. Dans le top 10 des noms très connus dans le monde aurifère, il en manque un, en revanche, dans notre portefeuille, qui est très connu, qui s'appelle Barrick Gold. C'est d'ailleurs la plus grosse minière aurifère au monde, et elle est exclue pour des raisons de non-respect de critères extra-financiers. Alors, si on regarde justement ce comportement du fonds investissant sur les minières aurifères, Finaltis Gold, depuis que nous en avons repris la gestion le 8 novembre dernier, eh bien, on voit que ça suit assez bien, tout en amplifiant les cours de l'or. Voilà, donc l'once d'or, qui peu ou prou est à peu près à son niveau 1900 $ l'once, où il était en novembre dernier, et on a un fonds Finaltis Gold qui amplifie les mouvements à la hausse, amplifie également un peu les mouvements à la baisse. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a affaire à des entreprises, et ces entreprises ont des caractéristiques d'exploitation. Et selon qu'on est proche ou pas d'une exploitation rentable, ou qu'on va devenir très rentable puisque l'once d'or monte, parce que on est bien géré, eh bien, on va rentrer littéralement, reprenons un terme optionnel, dans la monnaie, où on va en sortir. Donc, il y a un effet d'accélération ou de décélération extrêmement marqué. Et pour conclure, un peu d'informations. Le monde des minières aurifères est un monde relativement fermé, assez peu connu finalement. Si on regarde le top 10 des minières aurifères, celle dont on a extrait le plus d'or au cours de l'année 2021, donc ce sont des chiffres récents, et bien la plus grande minière en termes d'extraction est aux États-Unis, au Nevada, en l'occurrence avec 3,3 millions d'onces d'or
qui ont été extraites de cette mine, qui est co-exploitée par Barrick, qui n'est pas dans nos portefeuilles, il ne peut pas y être, et Newmont, qui est la deuxième plus grosse minière au monde. 3 millions d'onces d'or pour la deuxième, ça, on ne peut pas y accéder. C'est une société ad hoc qui a été créée au Kazakhstan, et pour des raisons d'ESG, on n'investit pas sur ce type de valeur. La troisième non plus, puisque on est, et là encore, sur des territoires qui ne sont pas tout à fait compatibles avec nos critères. Et enfin, la quatrième non plus, puisque c'est une société russe, Polius, qui exploite une mine en Russie. Pour toutes les autres qui suivent, eh bien, nous sommes présents, elles sont dans le portefeuille à des degrés divers, soit à travers Newmont, co-exploitant avec Barrick de plusieurs mines, soit avec AngloGold Ashanti, co-exploitant de la mine de Kibali, et puis Newcrest, qui est la première position de notre portefeuille, qui exploite respectivement la 7e et 8e mine au monde. Agnico Eagle, également dans le portefeuille, Yamana Gold, également dans le portefeuille, 9e mine d'or, une mine canadienne. Vous retrouvez assez classiquement les endroits où sont ces mines, l'Amérique du Nord, bien sûr, Canada, États-Unis, l'Asie centrale, avec par exemple le Kazakhstan, et les pays d'Océanie, avec ici représenté 2 fois l'Australie et l'Afrique, bien sûr. Donc, on en a terminé, Bruno et moi, avec notre présentation formelle. Nous nous retrouverons en première semaine de juillet, pendant la prochaine réunion mensuelle. Nous espérons que vous avez apprécié notre temps ensemble, même si, comme d'habitude presque, nous avons encore un peu dépassé le temps qui nous était théoriquement imparti. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés au nom des équipes Finaltis. Merci de nous faire confiance et à bientôt. Merci. Au revoir.